Merci à vous tous pour ces présentations, solutions innovantes, intéressantes, qui ont toutes eu des preuves de concept. Donc, elles sont aujourd'hui prêtes à rentrer chez vous si vous le souhaitez. On est là encore pour un petit moment. La parole est à vous maintenant pour éventuellement poser des questions, avoir des précisions, rentrer en relation. On est là pour ça. Donc, il y a quelqu'un qui demande si les slides seront disponibles après le webinaire. Est-ce qu'on a la possibilité d'envoyer aux participants les slides? Vous pouvez présenter complètement confidentiel. Nous envoyer une présentation. Seulement après bon comment. Et le replay aussi sera disponible, parce que c'était des questions. Est-ce que vous arrivez à voir les problématiques génériques auxquelles vous répondez collectivement? Peut-être sur les tech d'abord et ensuite les job tech. C'est quoi les grandes problématiques finalement qui sont adressées? Je pense qu'elles sont assez variées, mais je vais les laisser un peu répondre. Il y a à la fois des outils qui sont sur toute la chaîne de valeur. Je parle d'abord pour l'éducation, qui vont du recrutement jusqu'à l'aide au financement, en passant par les dimensions, on va dire, plus adaptative learning, l'orientation adaptative que peut porter un certain nombre d'entre vous. Jusqu'à finalement l'apprentissage du français. Je crois qu'il y a beaucoup de problématiques qui sont adressées. Je pense que ce qui fait peut-être le lien entre tout ça, c'est que ces approches qui sont foncièrement centrées sur l'usage, qui ont été testées avec des praticiens de ces institutions d'enseignement, et elles ont pour but de à la fois permettre des passages à l'échelle, d'adapter un peu mieux l'enseignement aux participants, et en même temps d'apporter une dimension plus ludique, une dimension plus divertissante de l'enseignement. C'est les grandes tendances aujourd'hui qui permettent de mieux concentrer les jeunes sur l'apprentissage et de les aider à être plus performants dans leur apprentissage. Sur la dimension plus, on va dire, management, les deux, elles ont tendance à apporter des outils, je vais les laisser parler après, mais très innovant en matière de fidélisation des salariés, d'employabilité, de reconnaissance des salariés, de façon à ce qu'ils soient toujours, on va dire, employés à l'optimum de leurs compétences, donner une information la plus up-to-date aux directions d'entreprise. Et ça, je pense que c'est des outils qui sont très centrés sur aujourd'hui des attentes hyper importante des salariés. Je rappelle une dernière étude qui est parue il y a quelques jours, 1 4 sur 3 souhaite changer de job. Il y a quand même d'énormes problèmes de mouvement. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle parce que ça donne de la fluidité au marché du travail, mais il n'empêche que les entreprises, c'est aussi un problème de rétention des talents. Donc tout ça, c'est une performance supplémentaire, à la fois dans l'apprentissage, à la fois dans la gestion des process pédagogiques, et à la fois dans l'animation des process RH, modernisation, ludicité, divertissement et quelque part amélioration continue de la performance en entreprise ou dans le monde de l'enseignement. Moi, de mon point de vue de l'accélérateur, c'est ce qui permet d'unir toutes ces startups. Maintenant, chacune a un ancrage particulier. Je ne sais pas si vous reconnaissez là-dedans, si ça vous va, ce résumé, si vous voulez aussi rajouter quelque chose pour répondre à la question. Complètement. Moi, je l'ai même vécu en fait la semaine dernière en fait en rendez-vous client ou en arrivant en fait en rendez-vous dans une université qui est l'université de Bourgogne à Dijon. J'ai parlé de la solution qu'ils ont trouvée très intéressante et puis après ils nous ont dit bon bah voilà aujourd'hui les acteurs avec qui on travaille. Et dans les acteurs, il y avait BC Diploma, il y avait WooClap, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui fait partie aussi de l'accélérateur qui est sur une solution d'apprentissage que vous pouvez retrouver en ligne en tapant WooClap, WOO-Clap derrière. C'est un dispositif d'animation de la salle de classe multicanal. Et du coup, en fait, dans cette complémentarité, il nous parle forcément d'une complémentarité en termes de financement, en termes d'apprentissage des langues, parce que sur un campus comme l'université de Bourgogne, forcément, il y a des personnes qui viennent de partout. Et donc, du coup, cette complémentarité, cette agilité, en fait, qu'ils retrouvent à travers nos entreprises, est un vrai plus parce que d'une, on se connaît, parce que d'une, on comprend et on adapte nos usages en fonction aussi de l'environnement qu'on découvre avec l'enrichissement de chacun. J'aurais juste rajouté quelque chose. Elles font partie de la première session d'accélérateur JobTech de Lyon.
elles ont été sélectionnées, elles ont fait un travail hyper important d'amélioration permanente des solutions et de la façon d'aborder le marché. Nous, on est fiers de les porter. On ne fait pas simplement un travail d'accélération pour donner un business, mais nombre d'entre elles, je ne les citerai pas toutes, mais sont aussi en expérimentation dans nos écoles. Celles qui ne le sont pas le seront bientôt, très certainement. Donc nous, si on porte ces 7 startups, c'est parce qu'on a conscience qu'elles participent aussi à notre révolution numérique, notre révolution digitale. Donc, en ce sens, elles sont hyper complémentaires et toutes ont un rôle à jouer et toutes sont en train de jouer un rôle très important dans les dimensions d'innovation et de développement de notre école. Ce qui est vrai pour notre école est certainement vrai pour beaucoup d'autres écoles. Donc, c'est sous cette, on va dire, cette grande ombrelle EM à la fois en tant qu'accélérateur, mais en tant qu'utilisateur, aujourd'hui qu'on entend promouvoir ces 7 startups. Effectivement, tu as raison de dire, Booklab fait partie de la bande des 7. Il est en train de finaliser des rounds de recrutement à n'en plus finir. Et voilà, privilège ou bien priorité au business, ce qu'on comprend aussi. Peut-être que je pourrais ajouter quelque chose. Je pense qu'il faut revenir un peu à... Je vais prendre le micro qu'on m'entende cette fois-ci. En fait, j'aimerais revenir un peu sur ce qu'est une solution digitale, en fait. Une solution digitale, c'est avant tout quelque chose, et là on est tous embarqués sur la même chose, c'est pour diminuer la friction, c'est avant tout des outils, c'est ce que Steve Jobs appelait des vélos de l'esprit, c'est-à-dire qu'on est vraiment on a beaucoup parlé d'intelligence artificielle, on a beaucoup parlé d'aide dans l'orientation, que ce soit scolaire, professionnelle, ou de vérification des diplômes ou d'apprentissage. En fait, c'est savoir à quel moment est-ce qu'on arrive à mettre des outils qui vont être suffisants pour diminuer la friction de l'action pour un maximum de personnes. Je vais faire une analogie qui n'a rien à voir, mais si vous êtes fan vous aimez boire du Coca-Cola ou du Pepsi ou peu importe, si vous devez faire 5 km à pied pour aller le chercher, ça va être compliqué. Et en fait, finalement, ce qu'on fait, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on est encore, je pense, au début de la compréhension et notamment de l'intégration dans les outils, de finalement comprendre l'esprit humain, pour non pas que l'esprit humain s'adapte aux outils, mais maintenant que les outils s'adaptent à l'esprit humain. Donc ça veut dire comprendre le besoin, comprendre aussi le temps du besoin. Là, je vais faire un parallèle peut-être entre Unli et ce qu'on fait. Nous, on s'intéresse sur la partie orientation des personnes pour choisir une formation. Effectivement, à un moment, il y a un certain nombre d'entre eux qui ont des problèmes financiers pour choisir une formation, pour pouvoir ne serait-ce que déménager. Typiquement, il y a vraiment un système dans lequel, pour que les personnes se disent « Ok, je peux valider le fait de m'intéresser à ce projet-là, d'aller étudier à tel endroit », il faut à la fois que les personnes sachent qu'elles peuvent étudier et quels sont les moyens d'action. Et si jamais, effectivement, elle est obligée de passer par 30 banques pour se prendre plein de refus avant d'en avoir une qui va lui dire « Ok », typiquement, au bout de la 5e banque, elle va arrêter. Et donc, ça ne crée pas de flexibilité, en fait, dans les choix des êtres humains. Et aujourd'hui, je pense qu'un des vrais enjeux là-dessus, c'est de faire gagner en productivité, mais plus en productivité physique, mais intellectuelle. Peut-être un mot sur la pédagogie, alors, s'il y a d'autres questions. Effectivement, je crois qu'il y a des tendances très très lourdes, et dans des modifications profondes des usages, des manières dont on apprend. Et je crois que si Booklab était là, il confirmerait ça, comme toutes les startups et toutes les structures qui essaient d'innover dans le domaine de l'éducation. Et c'est notamment la question, tu mentionnais, de l'attention, de la concentration des élèves et des apprenants en général, des adultes qui veulent apprendre. Et aujourd'hui, on voit vraiment qu'on vit à l'ère du zapping, où on passe d'un écran à l'autre, on passe d'un contenu à l'autre, d'une vidéo à l'autre, d'un texte. Voilà. Et on a des temps d'attention qui se réduisent vraiment drastiquement, de jour en jour presque. Et donc, on doit répondre à ça. Et si on regarde, effectivement, il y a beaucoup de startups, des EdTech qui répondent sous un angle ou sous un autre à cette question-là. Comment on crée de l'engagement, de l'interactivité, de la concentration, de l'attention pour répondre à cette évolution qui est vraiment très, 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 très lourde et qu'on voit à la fois dans les salles de classe et voilà, dans le parcours personnel. L'idée, c'est comment on crée des solutions qui vont voilà, aussi s'appuyer sur ces nouveaux usages, parce qu'il y a aussi des développements positifs, notamment le fait que
de plus en plus, on apprend par soi-même avec des tutoriels en ligne, avec des ressources, on apprend l'anglais avec Netflix ou avec YouTube. Et donc, voilà, comment on regarde tous ces usages, les défis et les opportunités, et comment on crée des parcours d'apprentissage qui font sens et qui nous amènent vraiment à progresser avec les outils qu'on a. Alors, on a une question sur le profil des premiers utilisateurs, que ce soit pour EdTech et JobTech. Est-ce qu'il y a des typologies de structures qui se prêtent plus à vos actions et qui sont plus prêtes, je dirais, à démarrer les choses avec vous? Je vais vous laisser un peu parler, j'ai quelques idées aussi. Alors, C'est un peu vos typologies de clients. Ouais, je vais commencer. Donc moi, naturellement, le sujet du financement, c'est un sujet qui concerne depuis longtemps les écoles de commerce, de plus en plus les écoles d'ingénieurs. Ça, c'est quand on parle simplement de financement, mais le sujet de la diversité et de la réussite pour tous, c'est un sujet qui concerne tous les établissements de formation. Donc, nous, de par nature, on travaille plus avec des écoles d'ingénieurs et de commerce, c'est clair, mais on a quelques contacts assez avancés avec des écoles plutôt publiques qui s'interrogent pour clairement et qui parfois ignorent en fait la situation de leurs étudiants et qui ignorent que le taux de réussite de leur diplôme universitaire est fortement dégradé parce que 30% de la promotion a un travail qui est en concurrence avec les études. Donc nous, on peut les accompagner là-dessus. Et il s'avère que le sujet du financement des établissements en France, des étudiants en France, n'est pas un sujet qui concerne simplement les écoles privées, les écoles avec des frais de scolarité. Voilà, donc c'est large. Très large. Si vous témoignez aussi sur la diversité des clients. Après, il peut y avoir une complexité en fonction de la technique que l'on peut avoir. Il y a beaucoup de questions sur la data. Je pense que ces diplomates vont en parler aussi. Sur qu'est-ce qui est fait avec tout ça. Donc c'est vrai que les interlocuteurs qu'on va avoir en face de nous ont des vraies problématiques d'usage, où ils se sont dit il y a une évolution, il y a une tendance. On voit, il y a des mastodontes aujourd'hui dans les entreprises qui commencent vraiment à mettre en place des outils vraiment intelligents et qui donc du coup en fait beaucoup, notamment dans le domaine des RH, beaucoup de RH posent des questions en disant j'y vais pas, est-ce que je franchis le pas, et ce qui est intéressant c'est qu'après ça fait facilement boule de neige en fait. Dès qu'il y en a un dans un secteur qui a dit OK, entre guillemets, il fait tête de proue entre guillemets pour l'ensemble. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je parle pour le coup pour manager de talent, on cherche encore des secteurs en fait à encore expérimenter, parce qu'on ouvre au fur et à mesure. On s'était dit, on va aller au début que sur les indépendants. Et puis au final, on a les entreprises qui sont venues nous voir. Et puis il y a les organismes qui sont à nouveau dans l'accompagnement vers l'emploi. Et donc, mais à chaque fois, en fait, c'est parce qu'on prend notre technologie, et je rejoins en fait ce que disait Antoine, on prend notre technologie et on est capable de l'adapter entre guillemets à un besoin et de la modeler en fait aux usages en fait de l'utilisateur final. Donc, je dirais que aujourd'hui, nos clients en fait peuvent être divers et variés, mais ce qui va être important, c'est comment adapter entre guillemets nos outils en fait, à l'utilisateur final. Dans ce cadre-là, comment se passe le diagnostic, la phase de diagnostic avec ce futur client? Alors, c'est ce qu'on appelle les phases d'exploration. En interne, chez Manager de Talent, on a une doctorante en expérience utilisateur et en sciences cognitives qui va justement accompagner en fait l'entreprise à connaître les usages, comment ils communiquent. On a eu la chance, il y a quelques semaines de ça, de se faire racheter par un groupe dans le domaine de l'industrie. Et donc, on est en train de regarder justement dans ce groupe, qui a 20 sociétés dans l'industrie automobile et aéronautique, quelles sont les structures que l'on va pouvoir accompagner en fait, dans ces mutations, dans ces transformations digitales, qui pour le coup, on s'adresse à des soudeurs, on s'adresse à des personnes qui ne sont pas du tout de manière, en termes de transformation numérique RH, qui ne sont pas du tout en fait dans cette mouvance-là. Forcément, leur poste de travail est pas mal évolué, mais là, en fait, on va leur apporter encore une couche supplémentaire.
Et donc aujourd'hui, en effet, ça reste complexe, mais aujourd'hui, on déploie au fur et à mesure en fait, nos outils et en fonction des usages, avec notre première porte d'entrée qui est à nouveau notre doctorante en expérience utilisateur pour écouter vraiment l'usage, comment aujourd'hui vous travaillez, quels sont les temps que l'on peut réduire en fait, grâce justement en fait, à nos outils, notamment les temps de matching, les temps de rétention de talent, enfin, voilà, toute cette partie-là. Je pense que ce qu'on voit dans ce monde-là, c'est qu'on participe à la fois à l'innovation pédagogique et à la transformation digitale. Je crois que tout le monde s'accorde à dire aujourd'hui, dans toute l'économie française, que c'est un mouvement sans précédent qui a commencé et qui affecte tout le monde. On parle aussi bien des PME, des ETI, des grandes entreprises. Après, il y a des questions de segmentation, de priorité stratégique. Mais les enjeux dont on parle, nous, qui sont adressés par les entreprises, jeunes entreprises qui sont autour de la table, elles sont destinées à tout le monde. Aujourd'hui, qui n'a pas envie, parmi les utilisateurs, si on se tourne vers les jeunes, de voir se transformer la façon d'apprendre? Quel salarié n'a pas envie de bénéficier d'un autre type d'accompagnement par des prestations beaucoup plus abouties, beaucoup plus performantes que celles qui existent aujourd'hui? Donc on est dans un mouvement de société qui est irréversible, il ne reviendra pas en arrière, on est porté par la vague de digitalisation, mais pas que. Cette digitalisation, c'est aussi des aspirations humaines pour bien d'autres choses, ça a été évoqué ici. Et encore une fois, ce mouvement concerne tout le monde. Donc, les entreprises ne vont pas s'y mettre tout en même temps, au même rythme. Il y a des priorités, notamment en fonction des moyens, etc., et des enjeux. Mais on va voir, dans l'année qui viennent, des segmentations de plus en plus fines qui concernent plus d'entreprises avec les innovations de l'âge dont on parle. Donc, pour répondre à cette question, pour moi, la petite école de 500 étudiants comme l'université de 30 000 personnes, à des degrés divers, sera amenée à s'ouvrir à ce dont on est en train de parler ici. Si elle ne le fait pas tout de suite, elle sera amenée un peu plus tard parce que la vague des utilisateurs, elle est cette fois très, très, très importante. Et c'est ce qui peut faire un peu peur. Hein, parce que, enfin, oui, il faut la suivre. Nous, on est face à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas un client que je vais voir aujourd'hui qui n'est pas dans une situation de transformation. Soit une situation de transformation digitale, soit c'est une situation de fusion-acquisition. On est dans vraiment une situation de transformation. Je pense aussi, alors c'est peut-être mon point de vue qui n'engage que moi, qu'on a trop tendance à prendre ce sujet de transformation digitale comme quelque chose d'énorme. Alors qu'on voit très bien aussi avec des startups, des scale-up, on peut toujours prendre la pelote de neige par un bout et tirer. C'est-à-dire que une transformation digitale, c'est pas il me faut le plan de transformation sur les 25 prochaines années et si je ne l'ai pas à date, alors je ne le commence pas. Et je pense que dans l'économie, je suis un grand partisan du concept d'early adopter de la part des grands groupes, parce qu'à la fois ça aide les startups, mais ça permet aussi aux grands groupes de montrer une dynamique d'innovation, c'est-à-dire tester les solutions. De toute façon, ça ne va pas vous coûter grand-chose et ça va potentiellement permettre derrière de cristalliser énormément de choses. Nous, on se rend compte chez nos clients à quel point on a cette capacité, parce qu'on est sur une transformation Future of Work avec Pascal en RH, souvent, en fait, un produit, une idée peut venir cristalliser énormément de changements et pas que des changements digitaux, ça peut changer aussi dans les mentalités des collaborateurs. Donc, tester, il n'y a pas de risque à le faire, entre guillemets. Et ça coûte, et c'est pas coûteux. Et c'est pas coûteux, malheureusement. C'est vrai que... Non, mais je pense que c'est vrai qu'on peut même aller un peu plus loin que ça. Ce qui se passe aujourd'hui, avec notamment, si on parle des startups qui nous concernent, nous, c'est que nous, on est très orientés, finalement, ce qu'on appelle metrics, data, c'est finalement, on va essayer de trouver le problème auquel il faut qu'on s'attaque chez nous. Et on va dire, OK, qu'est-ce qu'on regarde à la fin pour se dire c'est bon ou c'est pas bon. Et c'est pour ça que notamment il y a cette partie d'expérimentation. Nous-mêmes, parce qu'on est sur une solution pour les établissements, par exemple, on essaie de la faire totalement gratuite. Et ce qu'on fait, c'est que vraiment, et c'est toujours la partie qui est un peu compliquée, donc si il y a des écoles qui nous écoutent, n'hésitez pas à vous-même bien vous interroger sur vos problématiques et sur comment est-ce que vous les mesurez aujourd'hui et comment est-ce que vous voudriez qu'on les mesure pour vous. Parce que comme ça, dès qu'on va pouvoir mettre un test ensemble, on va pouvoir vous dire à la fin, OK, finalement, voilà ce que ça vous a apporté, voilà par rapport à ce que vous avez sur d'autres outils
Comme ça pourrait te dire si finalement nous on est out et il faut nous sortir, ou si au contraire c'est plutôt une bonne solution et qu'il faut la garder. Et ça va beaucoup accélérer ce qu'on appelle le test and learn. Hein, finalement, c'est pas toujours facile. Donc, je vais peut-être rebondir sur la typologie des établissements tout à l'heure qui a été posée. C'est vrai que nous, on travaille avec tout type d'établissements. Hein, ça va des composantes universitaires, écoles d'ingénieurs, écoles de commerce, IAE, etc. Mais ce qui se passe aussi, c'est que plus les équipes ont un nombre de collaborateurs élevé qu'il faut convaincre, plus aussi il y a d'inertie. Donc, ça pose la question de leadership aussi parfois dans les plus grosses organisations, c'est-à-dire qu'à un moment, qui va regarder ces KPI, qui va faire le test et qui est prêt à dire bon, ok, on le teste, on voit si on se plante ou si on ne se plante pas, mais au moins on aura appris, on aura avancé parce qu'il n'y a pas de risque. Non, effectivement, je pense que je ne sais pas si on propose tous des POC, des projets pilotes pour tester des solutions, mais effectivement, je ne peux qu'être d'accord avec cette idée que la transfo digitale, c'est un vaste sujet. Tous les établissements aujourd'hui se réclament de faire de la transformation numérique, de faire de l'innovation. C'est un axe stratégique extrêmement important pour tous les établissements. Et du coup, oui, effectivement, la plupart de nos solutions, on peut les tester en POC, en projet pilote, sur un périmètre restreint au sein des établissements. Nous, chez BC Diploma, on a l'avantage d'avoir une application en mode SaaS qui est déployée en une demi-journée et en 2 jours, vous êtes opérationnel pour tester la solution de certification en conditions réelles. Et à partir de là, on va pouvoir effectivement évaluer la satisfaction pour un passage à l'échelle qui est tout aussi rapide. Voilà, donc je pense qu'effectivement, on répond, en essayant de parler un petit peu large, à des problématiques qui sont très communes, très actuelles, et qui vont, j'espère, apporter de la transparence entre les utilisateurs et plus de confiance. Voilà, nous, nos solutions, elles sont à forte valeur ajoutée, à forte valeur technologique, mais elles ne font qu'apporter finalement du mieux qu'à des problèmes anciens. Et on va profiter des nouvelles technos pour construire des outils plus intelligents, plus efficaces, qui répondent à des besoins très existants, très actuels. Je voudrais juste compléter ce que dit. Il y a une autre question ? Ok, je voulais juste compléter ce que dit Alexis. Au-delà des projets pilotes ou expérimentations ou POC, je souhaiterais simplement insister sur le côté agile que peut apporter des entreprises comme les nôtres. On sait que les établissements, je parle des établissements parce que je trouve plus que votre secteur, les établissements de formation sont généralement implantés depuis longtemps sur le marché. Tu parlais de circuits de décision et parfois de hiérarchie un peu lourde. Clairement, utilisez-nous comme des expérimentations, c'est-à-dire qu'on a des produits, on a un catalogue de ce qu'on sait faire, mais on a aussi un potentiel d'innovation qui est important, c'est-à-dire qu'on est assez agile pour développer soit des fonctionnalités qui sont complémentaires pour un besoin qui peut être spécifique à votre cas d'usage. Et voilà, au lieu d'expérimenter en interne un pilote avec une innovation dont vous ne maîtrisez pas la technologie, ou bien même vous n'avez pas les compétences en interne, on est les cas typiques pour faire des POC, c'est même plus que des POC de co-construction ensemble, voilà, c'est ça, c'est du prototypage ensemble, ouais. On reste, je pense, c'est le cas de nous 6, de nous 7, si je prends vos 4, nous, on a une politique chez Lemley, c'est de toujours être en innovation constante. Toujours avoir testé des nouvelles choses, des nouvelles technos, et on ne va pas se limiter à un catalogue produit qu'on commercialise et garder 20 ans. Donc on est toujours dans cet objectif d'avancer. Et on avance plus vite quand on est petit, plus rapidement que quand on est trop gros. Donc voilà. Une question de pour conclure. Oui, une question sur comment vous accompagnez vos clients sur la mise en œuvre de vos solutions en interne et la communication qu'ils vont devoir faire aussi pour faire accepter les nouvelles solutions. Interne, la communication interne. Bien, bonne question. Je ne pense pas qu'il y ait de. Autour de la table, ça serait intéressant qu'il y ait une de nos solutions qui ne soit pas packagée avec l'accompagnement du déploiement. C'est de toute façon un sujet qui n'est pas forcément unique aux startups ou aux scale-up. Dans tout le monde du développement logiciel SaaS, il va y avoir une phase de déploiement du produit. Puisqu'encore une fois, vous pouvez avoir le meilleur produit du monde. Si derrière, vous n'avez pas la formation qui va avec, vous n'avez pas l'accompagnement des collaborateurs ou des étudiants, derrière, ça fera souffler et la solution ne prendra pas.
Et au pire, c'est des fois, elle peut vous revenir en boomerang parce que vous avez voulu lancer quelque chose, mais vu que ça n'a pas été accompagné, derrière, la mayonnaise n'a pas pris. Et ça, toutes les entreprises aujourd'hui du monde du développement de SaaS en ont conscience et proposent en fait dans le déploiement de la solution tout le kit de communication qui va être nécessaire pour parler du produit et pour adopter le produit. Puisque c'est pour nous aussi un besoin en termes de performance. Si derrière la communication est mauvaise en amont, le produit ne va pas être adopté et derrière la satisfaction des utilisateurs ne sera pas bonne et ça va desservir tout autant le client que la startup. Les éditeurs de solutions SaaS, les startups aujourd'hui, ont pratiquement toutes en amont du process de rollout de la solution, de la communication qui va avec le produit pour maximiser l'adoption des collaborateurs. C'est même souvent accéléré parce que dans le processus dont on a parlé avant, dans l'approche co-créative, les futurs utilisateurs sont déjà associés au process d'adoption. Donc, quelque part, ceux qui ont participé à l'émergence et à la compétition pour les futurs utilisateurs, c'est les grandes techniques du design thinking qui est de constituer des équipes internes qui constituent le produit, qui sont à accélérer le mécanisme d'appropriation. Elles sont toutes dans une approche type design thinking. Comme disait Antoine tout à l'heure, et beaucoup de nos solutions, en fait, on peut les installer, et comme disait aussi Alexis, on peut les installer en très peu de temps. Mais notre but, c'est justement pas systématiquement de le faire en très peu de temps. Parce que le but, c'est vraiment de se dire, il faut adapter nos outils justement aux usages. Et cette phase de design thinking qui est pour nous, pièce maîtresse, quand on parle de prototypage, c'est vraiment du prototypage. Pourtant, nos outils existent. Mais l'idée, elle est vraiment de passer par ces phases d'exploration, de prototypage, et puis on développe. Et un prototype, c'est pas quelque chose juste que l'on peut voir sur un socle, c'est quelque chose qu'on utilise, qui va apporter de la donnée, qui va voir comment en effet c'est accepté. On parle d'embarquement ou d'onboarding, entre guillemets, en fait, des collaborateurs dans l'usage en fait, de nos solutions. Et donc l'idée, elle est là. Et plus on va étendre à nouveau notre champ de clients, d'usage, plus derrière, entre guillemets, on aura des bibliothèques qui existeront déjà et qui pourront être très adaptées, entre guillemets, à différents secteurs. Je vois dans l'univers de l'industrie que je commence à côtoyer, il nous parle en fait d'un entretien tous les 2 ans pour le développement des collaborateurs. Forcément, en fait, dans ces structures-là, il va falloir adapter en fait l'outil RH à quelque chose de pas trop intrusif. Donc voilà, mais ça à nouveau, c'est pas la même chose que quand on accompagne des startups qui sont en forte croissance et qui ont besoin en fait de recruter tout de suite les meilleurs talents en fait. Donc on adapte vraiment en fait nos outils en fait en fonction des usages clients. Globalement, c'est un des la French Tech est définie comme ça, c'est aussi un des gros enjeux de la transformation digitale, c'est qu'il ne faut pas laisser les gens sur le bas-côté. Donc c'est comment justement l'adoption de ces nouveaux outils peut être plus simple et encore extrapolé sur des jeunes générations. C'est aussi comment on va accompagner l'humain à l'adoption de ces outils pour ne pas laisser les gens sur le côté. Parce que les innovations aujourd'hui, elles sont de plus en plus véloces. Il y en a qui vont comparer ça aujourd'hui à des révolutions industrielles, ça en est une, sauf qu'elle va beaucoup plus vite et qu'il y a toujours une problématique de est-ce que derrière, l'humain, lui, s'adapte aussi vite et ce qui va faire que la blockchain, je me rappelle, des cryptos dont on parlait depuis 5-10 ans, je ne sais pas combien de temps ça va encore mettre à ce que les gens comprennent exactement comment ça fonctionne réellement et comment ça va les aider dans leur quotidien. Donc il y a aussi ce job-là, pour revenir à la question du déploiement, c'est aussi accompagner les changements de mentalité, vraiment faire comprendre et que ce ne soit pas des choses qui fassent peur aussi. Tout à fait. C'est important d'évangéliser, de faire comprendre à nos clients sur quel socle technique proposent nos solutions. Mais je pense que c'est aussi important que les solutions elles soient les plus pratiques possibles, qu'elles s'adaptent et qu'elles cachent la technologie. Nos utilisateurs, nos clients, eux, ce qu'ils veulent, c'est des services qu'on va leur rendre. C'est toutes les fonctionnalités, c'est les nouveaux usages qu'ils vont pouvoir développer au sein de leurs établissements avec nos solutions. Mais voilà, nous, à titre personnel, chez BC Diploma, on a caché toute la technologie. La blockchain, le client n'a pas besoin de savoir comment ça marche.
Il est curieux, évidemment, et donc on va lui expliquer, mais d'un point de vue utilisation, tout ce qu'il veut, c'est avoir une solution qui va se reposer sur cette techno et pouvoir communiquer sur l'innovation de sa solution. Voilà, c'est vraiment, nous, on encapsule toute la techno. Elle est là, elle est bien présente, mais elle est sous-jacente, elle est transparente pour l'utilisateur. Ouais, je conclurai peut-être là-dessus sur cette question, si quelqu'un veut ajouter quelque chose, mais pour la personne qui a posé la question et pour toutes les autres, n'hésitez pas à ce qu'on vous mette en test. Encore, vous le verrez concrètement, comment est-ce qu'on fait. D'ailleurs, on aura peut-être des approches différentes en fonction justement de vos enjeux et de l'approche de la startup et du problème qu'elle va adresser. Bien. Je crois qu'on va clôturer cette première session parce qu'après, on a d'autres manifestations qui vont démarrer. Donc, on vous remercie d'avoir été présent et d'être resté pour écouter cette approche nouvelle du monde de l'éducation, du monde d'employabilité des RH. On en refera d'autres. Et on a été les pionniers de cette première émission webinaire et Job Tech Camp. Merci à toutes et à tous et à bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.